concept clé de la pensée de Bergson, c'est le concept de durée. Donc, je suppose connu par l'auditoire, la durée chez Bergson, dont je présente. Voici une toute petite première définition. La pure durée, pour une conscience, à l'intérieur d'une conscience, pourrait bien être que cela, donc une succession de changements qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent, sans contour précis, sans aucune tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parenté avec le monde. Ce serait donc de l'hétérogénéité pure. Et Bergson rajoutait, dès l'instant où l'on attribue la moindre homogénéité à la durée, on introduit subrepticement l'espace. Ce qui est intéressant avec aussi ce concept de durée, c'est que Bergson n'a jamais écrit, proprement dit, une esthétique, mais elle avait mis quand même la puce à l'oreille. Il n'y a pas un livre de Bergson sur l'esthétique, mais une véritable esthétique de Bergson, disséminée un petit peu dans l'ensemble de son œuvre, à partir duquel on peut penser une esthétique qui est très intéressante parce qu'elle est précisément fondée sur la durée et non pas sur le vieux concept du beau qui lui est déjà usé. Alors le concept de durée n'intervient pas explicitement dans l'architecture de la mémoire conçue par Bergson, mais ici, dans mon intervention, et dans le de Bergson bien sûr, elle est comme la toile de fond et ce qui lui donne son sens ultime. Le premier à avoir perçu la fécondité de ce sens est certainement son petit-neveu par alliance, Marcel Proust, qui, dans sa relation affective de la Madeleine, dans sa recherche du temps perdu, applique, sinon à la lettre, mais dans l'esprit, les enseignements de cette architecture. Alors Sylvano m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, je voulais vous faire un peu rigoler, mais aujourd'hui c'est pas très bien, c'était pour vous faire saliver un petit peu en évoquant la Madeleine. Alors l'architecture du cône de la mémoire est relativement simple dans sa présentation, puisqu'il s'agit d'un cône inversé. Donc on trouve ça dans la matière et mémoire, bien sûr, un texte qui s'appelle De la survivance des images, matière et mémoire, c'est 1896. Alors c'est simple, mais comme toujours chez Bergson, on va de choses très simples pour penser une complexité. Ça c'est déjà magnifique. Alors, je vais très vite le commenter. P, c'est le plan, l'espace dans lequel j'évolue au quotidien, le plan de ma représentation actuelle du monde, composé d'images. Le grand cône, là, SAB, désigne la totalité des souvenirs accumulés dans ma mémoire. AB, c'est la base immobile dans mon passé, ce qui pourrait être le premier souvenir de l'enfance, de votre enfance. S, c'est ce point figure à tout moment mon présent, un présent qui avance sans cesse et touche continuellement le plan. Et on a parlé de couches, enfin, j'ai été très sensible à tout le vocabulaire qui est utilisé, moi de même je vais en utiliser beaucoup. Là, ce n'est pas exactement des couches, mais ici nous avons A', B', la seconde, des secondes, etc. J'y reviendrai. Des images souvenirs de mon passé ancrées dans ma mémoire, des images cachées. Alors, grâce à ce cône, cette architecture, Bergson parvient à résoudre pas mal de problèmes. J'en ai répertorié quelques-uns. Ma mémoire, pour une conscience, ma mémoire se souvient-elle de toutes les informations, tous les événements et phénomènes que j'ai pu vivre, y compris les plus insignifiants. Déjà évoqué aussi pourquoi l'oubli est-il nécessaire, comment et pour quelles raisons des souvenirs que je pensais définitivement oubliés reviennent-ils à ma conscience, que se passe-t-il en mon être lorsque des souvenirs cachés reviennent à ma mémoire et à quel moment et quelle occasion ces souvenirs reviennent-ils. Alors je vous assure, si vous pouvez un peu confiance, ou plutôt confiance à Bergson, je peux vraiment répondre à toutes ces problématiques avec Bergson. Je vais essayer d'en balayer, enfin d'y répondre. Toute l'architecture de la mémoire chez Bergson, le mécanisme, est décrit dans une petite partie qui s'appelle de l'inconscient. Ça me semble aussi intéressant. Et elle débute par dénoncer une illusion, ce que Bergson nomme souvent un faux problème. Le voici. Mais nous sommes si habitués à renverser pour le plus grand avantage de la pratique l'ordre réel des choses,
Nous subissons à un tel degré l'obsession des images tirées de l'espace que nous ne pouvons nous empêcher de demander où se conserve le souvenir. Le faux problème se localise précisément dans le où, qui fait référence à un lieu, à un espace, ce qui nous oblige alors à penser la question du stockage des souvenirs en termes de contenant, le cerveau, et de contenu, les souvenirs. Or, le contenant n'est pas seulement un corps, il n'est pas extensible à souhait comme les usines de stockage de Google. Il faut donc penser le cerveau non pas en termes d'espace, mais comme le dit Bergson, comme l'organe de l'attention à la vie. C'est un organe dynamique qui ne cesse de trier, un centre de tri, toutes les informations qui lui arrivent et de les choisir en fonction de l'instant présent que nous sommes en train de vivre. Donc, ce présent, Bergson le conçoit comme ce qui est, mais le présent est simplement ce qui se fait. Non, il ne le conçoit pas comme ce qui est, là aussi il y a une rupture avec une tradition, mais comme ce qui se fait dans l'instant présent. Et donc le présent concret et vécu consiste en grande partie dans le passé immédiat pour une conscience, qui se tourne immédiatement vers un avenir très proche, celui dans lequel il y a un acte pragmatique pratiquement à effectuer. D'où cette petite citation, nous ne percevons pratiquement que le passé, le présent pur étant l'insaisissable progrès du passé, plongeant l'avenir. Notre conscience donc éclaire donc à tout moment cette partie immédiate du passé, vous vous souvenez sur le cône, qui est donc une petite partie du cône sur derrière, qui, penché sur son avenir, travaille à le réaliser et à se lâcher. La perception de l'espace est alors un mouvement, non seulement dans l'espace extérieur, mais aussi un mouvement en nous, ce mouvement qui traverse notre passé immédiat, notre présent et notre avenir proche. Dès lors, pas plus que le présent n'est, le passé n'a pas cessé d'être, mais il a cessé d'être utile pour l'acte pratique à venir. Telle est la raison pour laquelle nous ne nous souvenons que de quelques bribes de notre passé, des souvenirs encore utiles. Le reste du passé est là, mais il est obscur à notre conscience. Nous oublions les souvenirs qui ne nous sont d'aucune utilité. Mais comme nous allons le voir avec le cône de la mémoire, oublier un souvenir ne signifie pas qu'il ait disparu, qu'il ait été réduit à néant, il est simplement caché. Il est simplement caché, il est inhibé par les nécessités de l'action présente. Il retrouvera la force de franchir le seuil de la conscience, dans tous les cas où nous nous désintéressons de l'action efficace, pour nous replacer en quelque sorte dans la vie du rêve. Alors cette vie du rêve désigne beaucoup de choses, les phases de sommeil, bien sûr, mais aussi tous les moments où nous nous laissons aller, où l'âme vagabonde, un rêve éveillé, en quelque sorte. Mais également lorsque nous sommes fatigués, simplement dit Bergson, aussi une problématique de la fatigue, lorsque notre appareil sensori-moteur est troublé. C'est dans ces moments de rêve donc qu'une image, souvenir de mon passé, peut advenir à ma conscience en tombant du coude, après une déprime. Le moment où elle tombe est un instant privilégié, un moment rare par rapport au nombre de gestes et pensées mécaniques que nous effectuons par habitude. Donc un rêve, fatigue, et là dans la perception il peut se passer quelque chose, une image de mon passé que je pensais avoir complètement oublié peut littéralement tomber, comme une touche. C'est un moment donc précisément d'hétérogénéité pure pour Bergson, durant lequel fusionne cette fois-ci le passé, un passé qui peut être très lointain, le présent et l'avenir. Or, ce moment peut se nommer un instant fécond, comme le définissait cette fois-ci Lessing dans son Laocoon. Et bien sûr, ici, Lessing parle de la peinture, je vais accélérer. Pour ces compositions qui supposent la simultanéité, la peinture ne peut exploiter qu'un seul instant de l'action et doit par conséquent choisir le plus fécond, celui qui fera le mieux comprendre l'instant qui précède et celui qui suit. L'instant fécond, c'était pour Lessing, la peinture est un art du temps, mais il peut y avoir donc une temporalité dans une image, dans un espace. Ça me semble important, cette idée-là. Et cet instant fécond, c'est une information décelable dans un espace, comme un tableau,
Mais si le regardeur est accaparé par le ou les espaces successifs qu'il contemple, il risque de rater la perception de l'instant fécond qu'il a pourtant sous les yeux. Très vite, vous avez des images. Je vais plutôt mettre celle-ci. Ici, Vénus et Adonis de Titien, c'est la même, mais c'est autre chose. Ici, vous avez la représentation d'un instant fécond où Vénus tente, pratiquement un plaquage de lui, de retenir son bel Adonis. Mais auparavant, vous savez, il a prêté serment de ne pas chasser le sanglier. Il y a déjà donc, le précédent, le moment là, et ensuite le futur où Adonis va partir à la quête du sanglier. Alors l'instant fécond est plus difficile à décrypter dans cette image. Il existe donc un passage entre nos deux formes de mémoire lorsque l'instant fécond affecte ma conscience. Et afin de comprendre ce passage et qui fait le lien, ce qui n'est pas la même chose, il faut présenter donc les deux formes de la mémoire qui se jouent dans le cône de Bergson. Alors, d'une part, nous avons la mémoire par habitude. C'est l'ensemble des mécanismes intelligemment montés pour une action présente, une action utile, pratique, qui anticipe l'avenir. Elle joue notre expérience passée, mais elle n'en évoque pas l'image. Pourquoi n'en évoque-t-elle pas l'image? Parce que tout simplement, nous n'avons pas besoin d'une image enfouie dans notre passé. Ce sont des mécanismes intelligemment montés et que nous effectuons tout simplement par habitude. Exemple, lorsque nous cliquons avec notre souris, lorsque nous glissons notre doigt sur un écran tactile, c'est typiquement pour Bergson un geste effectué grâce à la mémoire par habitude, et nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons. Et puis, donc, il y a la mémoire par excellence. Elle retient et aligne à la suite, les uns les autres, tous nos états du passé, sous forme d'images, au fur et à mesure qu'elles se produisent. C'est l'exemple, bien sûr, A' des A seconde des secondes. Chaque fait donc de notre passé, avec tous ses détails, a donc sa place dans le cône, place qui correspond à la date où il fut effectué. La mémoire par excellence se meut dans ce passé définitif, tel un moteur de recherche, mais d'une manière plastique, élastique, ça a été évoqué, tandis que la mémoire par habitude évolue dans un présent qui recommence sans cesse. Ce qui fait lien entre les deux mémoires, c'est notre corps, plus particulièrement notre cerveau. Alors quel est ce corps et quelle est sa fonction? Il est, dit Bergson, la partie invariablement renaissante de notre représentation, la partie toujours présente. Ça, c'est un passage important, mais je vais un petit peu accélérer. L'image lui-même, ce corps ne peut emmagasiner les images puisqu'il fait partie des images. Et c'est pourquoi l'entreprise est chimérique de vouloir localiser les perceptions passées ou même présentes dans le cerveau. Elles ne sont pas en lui, c'est lui qui est en lui. Qui persiste toujours au milieu des autres images dans l'instant, mais deux cas se distinguent alors. Ce que je perçois de l'espace dans lequel j'évolue indique à mon corps qu'il doit effectuer un geste utile et pratique dans l'espace. Alors je n'utilise que des images mécaniques montées par mon intelligence. Tout cela dans la perspective d'agir, effectivement, sans recourir aux images souvenirs. Et donc, dans les états de rêve, lorsque l'appareil sensori-moteur est troublé, fatigué, la perception devient sensation avec toute son instabilité. Elle peut alors prendre les nuances les plus variées. Et c'est précisément la nuance qu'elle va prendre qui détermine quelle image souvenir de mon passé va descendre du cône de ma mémoire pour prendre place au point S. Le lien tenu entre ma sensation et l'image souvenir est donc affectif. Il se tisse donc à partir d'affect et de percept. Petite citation, il y a place pour 1000 et 1000 répétitions de notre vie psychologique figurées par autant de sections, A' ou B', A seconde, B seconde. En un mot, donc, c'est bien l'expérience affective de la Madeleine de Proust que Bergson est en train de décrire. Et le cône de la mémoire devient un véritable moteur de recherche à lui tout seul, mais un moteur qualitatif qui fonctionne avec de l'affection, un moteur sensible au temps, à l'instant fécond. Voilà. Là où je me lance en 5 minutes, mon esthétique de l'accès aux informations. En fait, j'ai essayé de reprendre ce que nous disait Bergson.
Bergson qui était toujours très au courant de la science de son époque. Je vais revenir bien sûr sur la durée. Il y a le livre, choisi un entretien avec Einstein, et le hiatus indépassable entre les deux était un aspect qualitatif du temps chez Bergson, et il jugeait que ce que faisait Einstein, bien sûr c'était intéressant, il ne s'agit pas de remettre en cause d'un point de vue épistémologique Einstein, ce serait complètement absurde, mais pour Bergson ce n'est que du temps spatialisé. Voici une longue citation de Deleuze, je vais prendre que la première. En fait, ce qui importe, c'est de retirer au philosophe le droit à la réflexion sur, humblement, moi en tant que philosophe, je ne suis pas là pour ça. Le philosophe, comme vous le savez, donc est créateur de concepts, il n'est pas réflexif. La citation est très belle dans Pour parler, où il explique, je vous explique pourquoi, le cinéma et Bergson étaient nés ensemble. Alors, si on suit la jonction de Bergson, il faudrait créer un nouveau concept pour penser une esthétique de l'accès aux informations numériques, construire un concept capable de saisir ce nouveau mouvement, celui de l'acte, une posture psychologique, intellectuelle, dans le mouvement des recherches sur Internet. Ce mouvement assuré par des moteurs intelligents qui partent d'un espace, un écran, pour traverser d'autres espaces jusqu'au nuage, jusqu'au cloud. Mais il y a un problème. Les voyages que nous proposent les moteurs de recherche pour trouver des informations et des connaissances offrent une certaine facilité. Or, cette facilité comporte un risque, celui de rater l'information essentielle, qualitative, qui se donne dans une série spatiale où les informations se succèdent d'un saut d'écran à un autre. Comment lutter contre cette facilité? Comment savoir qu'une information m'est essentielle alors qu'elle est diluée, noyée dans une série. Et qu'est-ce que c'est qu'une information? En elle-même, une information n'a pas de sens. Elle n'est pas une connaissance, elle n'est qu'un élément transmis par un signal. Elle est même, dit le dictionnaire, une unité de mesure. On parle alors de quantité d'information. Cette quantité peut certes générer de la qualité, mais la qualité d'une information peut être noyée, justement, submergée dans une quantité de données. Dès lors, l'information revêt bien sûr deux dimensions, deux aspects, nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Une information quantitative, celle qui est disponible en puissance dans le cyberespace, et une information beaucoup plus qualitative, et celle-ci, il ne dépend que de moi de la trouver, c'est celle qui me fait signe et sens. L'artiste ici, Taryn Simon, si vous la connaissez, c'est très intéressant. Elle nous montre que l'information la plus qualitative dans une série peut être justement l'élément qu'on ne remarque pas de prime abord, voire même un élément absent. Qu'est-ce que c'est que ces séries de photographies d'écran? Et on peut imaginer, c'est consultable aussi sur Internet, ça, dans une série, n'est-ce pas? C'est après les massacres de Srebrenica. Et donc, ce sont des photos de familles musulmanes. Ce sont bien sûr les survivants. Et dans cette série, tout d'un coup, apparaît un blanc. C'est-à-dire les personnes dont on suppose qu'elles sont encore en vie et qui ont disparu. Et donc c'est l'absence qui, ici, est le plus important. Avec Bergson, l'erreur serait d'appréhender le voyage, la recherche, comme une traversée des espaces, c'est-à-dire comme un saut d'un espace à l'autre pour arriver à l'espace ultime, le lieu final, là où la recherche s'achève. D'ailleurs, nous les chercheurs, on sait bien, quand une recherche s'achève-t-elle vraiment? Si le concept existe, ce concept pour l'esthétique existe, c'est mon intuition pour l'instant, il ne peut être d'ordre spatial, mais temporel. Alors il y a un livre d'un philosophe assez lu en ce moment, qui a cette intuition-là, Dominique Quesada. Notre devenir emprunte les voies d'un système qui dénie la dimension temporelle et pense toute chose dans un cadre purement spatial. Il y a les travaux aussi de Anne Coquelin, je vais passer là-dessus, qui définit précisément le cyberespace comme un espace sans lieu, mais doué d'une temporalité. Voici donc mon intuition. De la même manière que le cône de la mémoire fonctionne très bien comme conscience en son intériorité, il me semble qu'il ne peut que fonctionner devant un écran face à un moteur de recherche.
Ne pas attendre que ce dernier satisfasse toutes mes envies, mes désirs, mes besoins. Là, il y a un autre risque. Le moteur de recherche ne résout rien, il n'est que mécanique. Face à mon écran, ce n'est pas le temps qui s'accélère, c'est la vitesse de succession des images, et cette vitesse, ce n'est pas du temps, elle mesure simplement la célérité d'une image à l'autre. Alors quel serait le concept qui permettrait de trouver l'information qualitative, celle à laquelle on ne s'attendait pas pour être peut-être au début du voyage dans le cyberespace. Alors, voilà, vous l'avez compris, une très belle citation de Virginia Woolf, où j'ai retrouvé l'instant fécond, je ne vais pas vous la lire. La dernière phrase est magnifique, très personnelle. C'était comme une goutte d'argent dans laquelle on trempait les ténèbres du passé pour les illuminer. 30 secondes. Oui. Juste là. Envisager comme concept, donc, l'instant fécond, c'est le signe en mon être que ma propre mémoire, celle des images du cône, vient s'immiscer dans ce voyage, qu'elle devient mon propre moteur de recherche qui me conduit vers une information qualitative.